ce que je voulais avant tout, c'était pouvoir mettre des habitudes de discovery et que ce ne soit plus à des moments comme ça de temps en temps, quand on a le temps, que ce soit quelque chose d'ancré dans le mindset de l'équipe, que ce soit permanent, que ce soit un réflexe en fait tout le temps. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le produit et moi j'ai un peu tout connu puisque j'ai commencé comme AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage chez Decathlon, avant de devenir PO, parce que du jour au lendemain on m'a dit maintenant t'es plus AMOA, t'es product owner, et puis progressivement j'ai évolué vers le poste de product manager. Travailler sur un produit en fait qui permet de faire du suivi monitoring de chantier de pose. Chez Leroy Merlin, un client peut venir acheter des produits, par exemple pour refaire sa salle de bain, il va acheter la baignoire, la vasque, etc. On peut aussi acheter les services, donc les services d'un artisan qui va venir chez le client et qui va venir réaliser, poser la salle de bain. Et du coup, le produit sur lequel je bosse en fait, au moment où le client passe en caisse, a passé sa commande, nous on va créer un chantier, on va le planifier, on va trouver un artisan pour pouvoir réaliser ce chantier. On a des feedbacks utilisateurs qui nous disent ouais, c'est quand même pas terrible dans mon quotidien. En fait, globalement, c'est tout se passe bien tant que le chantier se passe bien. Dès qu'on a un problème sur le chantier, pour eux, c'est un enfer. Ce qu'on appelle un incident de chantier, là, tout de suite, ça devient vraiment compliqué à gérer, quoi. Par exemple, le produit qui est pas livré jour J sur le chantier. Ou alors le produit qui est livré, mais il est cassé. Ou un artisan qui vient pas parce qu'il a eu un problème avec sa camionnette, ou il a un problème de matériel. Ou même un client qui oublie qu'il a planifié son chantier. Enfin voilà, c'est tout ce qui fait que on a un problème sur le chantier, on a un aléa qui fait qu'on va pas pouvoir réaliser le chantier jusqu'au bout. On prend cette décision en fait de dire ok, l'objectif business, vendre plus de chantiers. Nous, il faut qu'on se mette en capacité en fait d'absorber le suivi de cette volumétrie finalement. Et du coup, en fait, on écrit nos OKR produits. Il y a un de nos OKR produits qui est comment on fait pour industrialiser le suivi des incidents de chantier. Parce qu'à l'époque, en fait, dès qu'il y a un incident de chantier, tout se passe par mail, par téléphone, mais rien dans le produit, quoi. En fait, on n'a aucune trace de suivi des incidents de chantier. On a cet outcome, en fait, cet objectif qui est de dire, ok, on va venir focuser sur le suivi des incidents de chantier. Dans cette réorganisation d'équipe, pour nous, vraiment ça c'est mon point de vue aussi en tant que product manager, c'est que on fait de la discovery aujourd'hui. On connaît nos problématiques utilisateurs. Par contre, on n'est pas du tout industrialisé, quoi. En fait, on n'est pas focus. On perd énormément de temps. Et puis surtout, on n'est pas récurrent dans nos contacts avec l'utilisateur. C'est vraiment quelque chose d'assez aléatoire. On est un petit peu au petit bonheur la chance. On va dire, hop, on va envoyer un questionnaire. Et puis, il va rien se passer pendant 2 mois. Après, on va recontacter un autre utilisateur. Et voilà, il peut se passer entre 6 et 9 mois, par exemple, entre un moment où on fait du discovery sur une thématique et le moment où on va venir délivrer des solutions. Ça fait un petit moment que je suis newsletter en fait d'une fille qui s'appelle Teresa Torres. Elle est product coach aux États-Unis. Elle a un passé de designer, donc hyper intéressée en fait par les organisations produits, les problématiques utilisateurs. Et donc je la suis à travers une newsletter en fait que j'aime beaucoup parce que sa newsletter elle est hyper simple, hyper pragmatique, avec toujours des exemples, des use cases, quoi. Et à un moment, en fait, elle sort un bouquin qui s'appelle Continuous Discovery Habits. Et j'ai ramené ce bouquin parce que c'est vraiment un des rares bouquins produits où je suis allée au bout, j'avoue. Je ne vais pas toujours au bout, mais celui-là, oui. Et moi, ce qui m'a intéressé dedans, surtout, c'est qu'il y avait Continuous Discovery et Habits, en fait. Donc, ce que je voulais avant tout, c'était pouvoir mettre des habitudes de discovery et en fait, vraiment industrialiser, professionnaliser notre process et que ce ne soit plus à des moments comme ça de temps en temps quand on a le temps, quand d'un seul coup on veut voir un sujet, etc. Non, que ce soit quelque chose d'ancré dans le mindset de l'équipe, que ce soit permanent, que ce soit un réflexe en fait tout le temps, quoi. J'ai mis en place en fait l'organisation de ce que j'appelle des snapshot interviews. Petite interview qui dure 30 minutes et toutes les semaines en fait j'ai 30 minutes de rendez-vous avec un utilisateur. Dans ces 30 minutes de rendez-vous avec un utilisateur, on ne parlera que d'un seul sujet. En fait, on va focuser sur le sujet de notre outcome, quoi. Et avec une question hyper basique, parce que moi je ne suis pas
UX, je ne suis pas product designer, donc je n'ai pas les compétences, j'ai peur d'avoir des biais aussi dans mes questions, etc. Et donc, il y a une phrase extrêmement basique qui est « raconte-moi la dernière fois que », en fait. Et là, du coup, j'utilise ça dans mes interviews autour des incidents de chantier et tout simplement, en collaborateur poste, je dis « raconte-moi la dernière fois que tu as traité un incident de chantier ». Et ça, du coup, ça me permet en fait d'apprendre, de comprendre finalement comment ils font pour traiter leurs incidents de chantier. On identifie à chaque fois finalement les problématiques, toutes les pains, etc. qu'ils peuvent lister, sans s'en rendre compte, il les liste, et quelles sont les opportunités en face. Je me fais toujours accompagner d'une autre personne de l'équipe produit, un développeur, la QA, un Ops, enfin voilà, à chaque fois en fait je demande à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne avec moi. Tous les lundis matins, je dis cette semaine on aura l'interview, tel jour, telle heure, qui est dispo, qui a envie de venir, et comme ça permet de faire tourner l'ensemble de l'équipe, et chaque membre de l'équipe a entendu un utilisateur et comprend la problématique. Une fois qu'on a fait notre interview, on se pose 10 minutes et on se dit ok, quels sont tous les problèmes qu'on a entendus et de ça, quelles sont les opportunités. Et ça, en fait, on va venir le retranscrire dans un Opportunity Solution Trees qui est vraiment la solution dont partent les réalisateurs. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, c'est tout bêtement un mind map en fait, mais qui permet de structurer la pensée en fait autour de ça. Et donc on reprend notre outcome, quel est notre objectif, quelles sont toutes les problématiques et derrière quelles sont les opportunités de répondre à ces problématiques. On sort de l'interview, l'utilisateur nous a raconté la dernière fois qu'il a traité son incident de chantier. Par contre, ça, on va venir le confronter aussi avec la data. Parce qu'en fait, finalement, moi, un utilisateur, il va me dire « Ah, la dernière fois, c'est parce que l'artisan, il est pas venu, donc ça m'a pris un temps de dingue de replanifier, etc. » Ok. Par contre, quand je regarde la data, je m'aperçois que c'est peut-être pas l'incident le plus récurrent et que la problématique majeure, c'est peut-être parce que le produit est pas livré jour J, quoi, en fait. Et donc, du coup, c'est toujours, finalement, le juste milieu entre dire « Ok, comme dit l'utilisateur, je l'écoute, je comprends ses problématiques, et versus, je l'alimente aussi avec la data pour trouver l'équilibre, finalement, et être data inform et non pas data driven. La première fois, j'étais hyper surprise parce qu'en fait, moi, je me suis dit, ok, on va faire du Crazy 8 avec notre designer, les autres PM, en fait, de l'équipe. Et puis, en fait, je me suis dit, pourquoi on n'inviterait pas les devs, quoi, en fait, finalement. Et ils sont venus à plusieurs, en fait, à contribuer et à faire un Crazy 8 sur une des solutions. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher, en fait, des personnes qui ne bossent pas sur notre produit, qui n'ont peut-être rien à voir avec le produit parce qu'ils vont nous amener un autre regard, un autre point de vue et d'autres façons de faire. Par rapport au fait que ce soit continu, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, l'équipe, elle s'est réorganisée. On s'est nourri en fait finalement de différentes organisations, méthodologies et tout ça pour donner notre propre rythme. Et nous, au niveau de l'équipe produit, en fait, on a un rythme de 6 semaines. On va faire ce qu'on appelle un planning iteration dans lequel on va venir pitcher les sujets en disant voilà les sujets qu'on va adresser dans les 6 semaines. On ne sait pas encore forcément comment on va le faire. Par contre, on a nos objectifs. Et ça, généralement, on le cadence en fait par des sprints de 2 semaines avec des sprint goals pour pouvoir dire ok, dans 2 semaines, par exemple, je dois être capable de gérer tous les incidents de livraison, par exemple, sur les chantiers. Et donc ça, on le cadence en fait sur nos 6 semaines. On release en continu. Et par contre, pendant ces 6 semaines, en fait, on continue nos cycles d'interview pour pouvoir venir confirmer en fait aussi nos hypothèses, dans le sens où en fait, les utilisateurs vont continuer de nous nourrir sur la façon dont ils traitent leurs incidents, et ça fait évoluer notre Opportunity Solution Trees. L'exemple le plus concret, c'est que on est parti au départ pour industrialiser les incidents de chantier, déclarer, clôturer, mettre des éléments supplémentaires. Sauf qu'en fait, finalement, si on prend un peu de recul, c'est comment on fait pour anticiper ces incidents de chantier et rendre les utilisateurs proactifs plutôt qu'à ce qu'ils le subissent, quoi, en fait. Donc, on a fait évoluer notre Opportunity Solution Trees, et de cette opportunité qu'on n'avait pas en tête, en fait, au départ, où on était plutôt dans résoudre, on est passé à l'anticipation. Pour mettre en place finalement ces habitudes de discovery continue, la première chose qui est importante, c'est vraiment de définir quel est l'outcome, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et ensuite, après, de se poser les questions, tout simplement de dire qu'est-ce qui m'empêcherait d'atteindre cet outcome ? Quelles vont être toutes les problématiques qui vont m'empêcher d'atteindre cet outcome ? Et de ces problématiques, comment j'en fais des opportunités ? Et
quelles sont toutes les façons de mettre en place ces opportunités. Et donc c'est là où on parle de solutions. Et puis après, c'est quoi mon expérimentation, comment je vais invalider ou invalider en fait mon hypothèse de solution. Que la première chose, c'est avant tout d'être focus en fait. L'équipe produit, elle est focus sur une problématique. Avant, moi, dans ma tête de PM, ça partait dans tous les sens parce que j'ai un problème là, etc. Et je suis pas concentrée. Là, ça me permet sur un rythme en fait, donc en l'occurrence, c'était 6 semaines pour nous, de dire ok, je viens focuser sur cette problématique et c'est ça en fait que je vais travailler. La deuxième chose, c'est peut-être le travail, le fait de connaître en permanence, d'avoir ce lien en permanence, quoi, en fait, parce que finalement, quand on fait une recherche quelques mois avant de vraiment commencer à délivrer le sujet, finalement cette recherche, est-ce qu'elle est encore valable ou pas, le contexte dans lequel on l'a fait finalement peut-être influencer sur par rapport à notre nouveau contexte, etc., quoi, en fait. Alors que là en fait on recherche et on délivre dans la suite. C'est hyper important aussi, cette partie delivery, et ça je dirais que c'est peut-être le troisième point, c'est de dire, c'est aussi en délivrant qu'on apprend en fait finalement. Ça fait pour moi partie aussi de ce discovery continu, quoi. C'est pas seulement la phase amont, je comprends le problème, je parle à mes utilisateurs et tout ça, c'est aussi dans la façon de faire où on apprend. Marty Cagan d'ailleurs qui dit qu'en fait aujourd'hui on passe trop de temps à creuser la partie problématique, à comprendre le problème utilisateur et pas suffisamment de temps à réaliser parce que finalement en réalisant c'est aussi le moment de dire en fait on s'est complètement trompé et ça c'est un apprentissage, quoi. Un autre bénéfice pour moi qui est hyper important, c'est que l'Opportunity Solution Tree c'est un outil de visual management. On voit les choses, on a une déclinaison, on a notre outcome, on a les opportunités, on a les solutions et d'autre part en fait donc, c'est accessible de tout le monde, y compris du business, et ça en fait ça permet finalement chacun peut avoir une idée et peut contribuer à ça. Donc ça permet de communiquer où on en est, mais ça permet aussi de communiquer le cheminement en fait de pensée de l'équipe. C'est collaboratif, business ou développeur, tout le monde y a accès, tout le monde y participe. Ça nous rend aussi plus efficaces en termes d'équipe parce que finalement quand on arrive sur, on tire une nouvelle US en fait, on fait l'atelier 3 amigos. Moi en tant que PM, j'ai absolument pas besoin de resituer le contexte, de savoir à quel moment de l'UJM on est, à quel persona on s'adresse. Ils ont participé à l'entretien, à l'interview, ils connaissent la problématique de l'utilisateur, ils ont même probablement en fait déjà drafté, brainstormé sur l'opportunité et la solution. Donc c'est vraiment c'est de la collaboration. Thank you for watching.